Ma puce, ce soir avec ton père, on va chez Luc. Est-ce que tu pourrais nous rendre un petit service en gardant tes frères ce soir, s'il te plaît? Comme d'habitude, hein, ils ont le droit de regarder la télé seulement après avoir fait leurs devoirs. Et cette fois-ci, s'il te plaît, tu vérifies bien qu'ils se sont brossés les dents avant d'aller dormir. Merci beaucoup, c'est gentil. À tout à l'heure. Ce discours est peut-être familier pour ceux parmi vous qui sont l'aîné de leur fratrie. Mais un jour, tout cela a pris fin. Vous avez quitté la maison familiale pour un 9 mètres carrés et peut-être, quelques années plus tard, fondé une famille à votre tour. Imaginez à présent que crise économique, crise du logement, crise existentielle, peu importe, vous n'avez pas quitté la maison de vos parents. Et imaginez que ceux-ci vous aient alors proposé un marché. D'accord, tu as le droit de rester sous notre toit autant que tu veux, mais en échange, tu seras notre baby-sitter à plein temps, et ce, pour une durée indéterminée. Le tout avec une clause importante et surprenante, vous ne pouvez pas avoir vous-même d'enfants. Non, vous vous occupez uniquement de ceux de vos parents. Cela peut vous paraître saugrenu, voire cruel. Pourtant, c'est ce qui se produit chez les loups, les suricates, les ouistitis et même le ratopnu. Chez ces espèces, le groupe social est centré autour de quelques individus dominants qui sont les seuls à pouvoir se reproduire. Le reste des adultes, que l'on appelle les subordonnés, sont en grande majorité leurs descendants. Et ils aident leurs parents à élever leurs petits, par exemple en leur apportant de la nourriture ou en les protégeant contre les prédateurs. Ce système s'appelle la reproduction coopérative. L'objectif de ma thèse est de comprendre comment des espèces aussi éloignées que l'amusant ratopnu ou le majestueux loup aient pu développer au cours de millions d'années des systèmes sociaux aussi similaires. Évidemment, l'idéal serait d'avoir une machine à remonter le temps pour aller voir de mes propres yeux quand les suricates ont commencé à recruter leurs enfants pour s'occuper des petits derniers. Malheureusement, je ne m'appelle pas Marty McFly, donc pour la machine à remonter le temps, c'est raté. Du coup, j'ai décidé de mener l'enquête. Imaginez qu'à la sortie d'un somptueux banquet, certaines personnes souffrent d'une intoxication alimentaire. Comment feriez-vous pour savoir quel plat était avarié? Personnellement, je demanderais aux convives ce qu'ils ont mangé. Si ceux qui ont mangé du poulet basquez et seulement eux souffrent de terribles maux de ventre, je commencerai à douter un peu de la fraîcheur de la volaille. Eh bien, pour la reproduction coopérative, c'est pareil, à l'exception qu'au lieu d'interroger des convives d'un banquet, j'interroge les articles qu'ont écrits les chercheurs qui sont allés sur le terrain avec leurs jumelles, leurs bottes et leurs sacs à dos beaucoup trop lourds. Et je cherche les points communs entre les éleveurs coopératifs. Alors, qu'y avait-il au menu des suricates ou des loups? Les premiers résultats exclusifs de l'enquête révèlent que parmi les ingrédients figure un milieu hostile dans lequel toute tentative de disperser semble se solder par la famine, voire pire, les crocs d'un prédateur. En attendant la recette complète, si vos parents vous ont un peu trop fait garder votre petit frère lorsque vous étiez adolescent, souvenez-vous que vous avez la chance inouïe de ne pas être un suricate et que vous pouvez toujours vous venger en amenant tous les mercredis après-midi votre petit Thomas chez papy et mamie afin de faire du clafoutis. La vengeance est un plat qui se mange froid. Merci.